Bonjour. Bonjour. Bien, écoutez, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir enfin débattre de cette affaire Al-Doura sereinement. L'affaire Al-Doura, c'est quoi? C'est le 30 septembre 2000, France 2 a diffusé un reportage montrant la mort d'un petit enfant palestinien dans les bras de son père. Ce reportage a fait le tour du monde. Ce reportage a été offert gratuitement par France 2 à toutes les télévisions du monde entier. Voilà la photo finale du reportage de France 2. Et cette image est devenue un timbre, des monuments. Voilà, le monument le plus important qu'on ait trouvé à ce jour, c'est la place principale de Bamako, capitale du Mali. Donc voilà le genre de choses qu'on a eu. Daniel Pearl a été égorgé pour venger la mort de Mohamed Al-Doura. Oussama Ben Laden a utilisé les images de Mohamed Al-Doura dans ses clips de recrutement préalables au 11 septembre 2001. Et donc ce reportage a eu des conséquences planétaires. Dès la diffusion de ce reportage, l'armée israélienne s'est excusée et a donc reconnu ce qu'ils ont appelé à l'époque l'incident. Et puis progressivement, il y a eu des doutes qui se sont faits sur cette affaire. Les gens ont commencé à remettre en doute l'origine des tirs, puis à la fin pour arriver au fait que y a-t-il eu réellement des tirs? Est-ce une scène qui s'est réellement passée ou est-ce une mise en scène? Et donc moi je suis rentré dans cette affaire à partir de 2002. J'ai vu le reportage de la télévision publique allemande ARD, le premier reportage, qui disait que les tirs venaient du côté de la position arabe et non de la position israélienne. Avec le temps, j'ai découvert d'autres enquêtes et j'ai vu qu'en finalement, le reportage n'était absolument pas authentique et que toutes les images qui avaient été tournées ce jour-là par le caméraman de France 2, Talal Abou Rahma, étaient une pure et simple mise en scène. Pour avoir déclaré ça, France 2 m'a attaqué en diffamation. Mon premier procès a eu lieu en septembre 2006. Le procureur de la République a demandé ma relaxe en disant que j'avais apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène. Mais contre toute attente, j'ai été condamné en diffamation. J'ai immédiatement fait appel. Et là, il y a eu un coup de théâtre lors du procès en appel qui s'est passé en septembre 2007. C'est que les juges ont demandé à France 2 de enfin rendre public les rushs qu'ils cachaient depuis tant d'années. France 2 affirmait pendant 7 ans qu'il détenait 27 minutes de rush de l'incident, qui montrait, je dirais, l'agonie de l'enfant et tout un tas de choses. Et ce qu'on a pu voir, en fin de compte, c'est que lorsque le tribunal leur a ordonné de présenter les rushs, d'abord France 2 a effacé 9 minutes, n'en a présenté que 18 sur 27. Et quand on a vu ces rushs, on a pu voir que finalement il n'y avait pas d'agonie de l'enfant, on a pu voir que les scènes étaient... Il n'y avait quasiment rien de l'affaire Al-Doura dedans, ce n'était que des scènes grotesques qui étaient jouées avant dans les rushs. Et ça, on pourra mettre le lien pour que les téléspectateurs de Enquête et Débat puissent voir ces rushs et s'aperçoivent qu'il n'y a absolument rien là-dedans d'intéressant. Et donc voilà. Donc j'ai eu 2 procès. Ensuite j'ai gagné le procès contre France 2 et Charles Anderlin en mai 2008. Quand Canal+ a diffusé un documentaire en avril 2008 pour soutenir France 2 et Charles Anderlin, le documentaire était tellement insultant contre moi que j'ai attaqué Canal+. Et j'ai donc fait condamner Canal+ en diffamation en juin 2010. Voilà. Très bien. Bonjour. Je suis moi aussi heureux de pouvoir discuter avec Philippe Carsanti en dehors de l'enceinte d'un tribunal, parce que je pense, en tant qu'ancien militant de la liberté de la presse, qu'il est toujours plus intéressant de débattre des questions dans le cadre de médias, d'articles, plutôt que de le faire devant les tribunaux, car la preuve, vous l'avez apporté par vous-même, par votre exposé, c'est que la justice n'est pas toujours capable de discerner la vérité historique d'un événement, sinon la vérité des faits. Mais je dirais, bon, bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, j'ai une position qui est totalement différente. Si l'on devait intituler ce débat, on pourrait l'intituler « Débat sur l'authenticité des images filmées par France 2, débat sur l'affaire Al-Doura ». Moi, je choisirais plutôt un autre nom. C'est plutôt un débat, je ne dirais pas sur l'affaire Carsanti, mais sur la diffamation dont ont été victimes les journalistes de France 2. Je voudrais dire que vous m'impressionnez, Philippe. Vous êtes quelqu'un de modéré, parce que contrairement à beaucoup des personnes qui, dans votre camp, dans le camp de ceux qui contestent l'authenticité des images, au moins vous ne mettez pas en cause le fait que cet enfant a été tué. Ce qui, à mon avis... Attendez, excusez-moi, c'est rigoureusement faux. Je dis que la fin du reportage, je prouve que l'enfant n'a pas été tué. Donc ça, je tiens à dire de façon extrêmement claire. C'est extrêmement clair. Je démontre
par A plus B que le reportage à la fin montre que l'enfant n'a pas été tué et que le père n'a pas reçu de balle. Je tiens à être très précis là-dessus. Écoutez, vos positions ont évolué, ou alors je ne les avais pas comprises, mais enfin je pensais que vous étiez modéré, vous pensiez que l'enfant avait été tué, je vois que ce n'est pas le cas. Il y a toute une palette de positions dans le camp de ceux qui contestent les images. Je vais être très clair. Je parle de mise en scène. Je parle de mise en scène. Oui, j'ai bien compris. Je ne vous ai pas interrompu, je voudrais juste exposer mon point de vue. C'est intéressant quand même pour les auditeurs, il y a toute une palette de personnes qui contestent l'authenticité des images, qui va de la légère contestation, qui indique que le commentaire n'était pas approprié parce que le commentaire suggère fortement, voire affirme que les tirs venaient de la position israélienne et que donc l'enfant a été tué par les soldats israéliens. Et qu'ils étaient intentionnels. Je ne sais pas ce que dit le commentaire, mais ce qui est très difficile. Sur la cible de tir. Je vous parle déjà, je termine. Ce qui est très difficile à trouver, donc ça c'est la contestation minimale, et la contestation moyenne, on va dire, consiste à dire oui, mais en fait, c'est les Palestiniens qui ont tué l'enfant et qui ont blessé le père. Puis après une contestation un peu plus virulente qui dit oui, mais en fait, le père était un acteur, mais il ne savait pas que dans le film, son fils serait tué. Puis après, un peu plus loin, on dit non, mais en fait, le père et le fils étaient des acteurs, et ils n'ont été que blessés, ils vivent encore, on les a vus, etc. Enfin, l'enfant vit encore, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Bon. Moi je pensais que vous étiez un modéré, c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, ce que je remarque quand même, c'est que vous n'en mettez pas en cause le droit des Palestiniens à vivre et à exister. Parce que dans votre camp, il y a aussi des gens qui pensent que finalement, si on pouvait se débarrasser de tous les Palestiniens, ce serait pas plus mal. Donc j'apprécie votre modération. Je vois pas le rapport. On est en train de discuter d'un reportage, on n'est pas dans ce sujet. Si le rapport, je voudrais situer le contexte de cette contestation, qui n'est pas le fait d'Israéliens, car en Israël, l'affaire Al-Doura n'existe pas. C'est faux. Il y a quand même un consensus pour considérer que cette affaire est une affaire terminée et que malheureusement, les faits sont là et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une information fausse à laquelle je présenterai de documents sur lesquels on pourra avoir des liens. Si vous voulez. La deuxième chose que je veux dire, c'est que vous êtes quelqu'un de très talentueux, parce que j'ai vu, vous me l'avez présenté vous-même, j'ai vu à différentes occasions, le film que vous avez fait sur le documentaire que vous avez fait sur cette affaire Al-Doura, et vous avez le talent pour partir d'éléments, de petits éléments, et à partir de là, vous parvenez à construire une histoire qui est passionnante, qui à mon sens n'a pas grand lien avec la réalité, mais qui est passionnante, qui est très riche de créativité en matière d'interprétation. Et vous êtes aussi très talentueux pour construire un réseau, parce que vous n'êtes pas seul, vous agissez avec des soutiens dans les médias, avec des soutiens dans des associations, des organisations. Quel soutien dans les médias ? Il y a tout un réseau, on le connaît très bien. Vous avez vous-même créé un site, si je me souviens bien, Media Ratings. C'est pas son propre site, bien sûr, un réseau. Bien sûr. Alors c'est quoi un réseau ? Bien sûr, vous avez des camarades en Israël, comme Naoum Sharaf, comme Stéphane Joufa à la MENA. Ce ne sont pas des médias, de toute façon. Si, la MENA, c'est quand même... C'est un site internet tout à fait respectable, mais c'est pas un vrai... 230 000 adhérents, c'est quand même un gros média. Ça, c'est ce que vous affirmez. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même réussi à construire un réseau, construire une actualité avec beaucoup de talent. Vous êtes surprenant parce que vous arrivez à partir d'un fait qui s'est déroulé il y a maintenant 10 ans, pour lequel on n'a plus d'éléments matériels, puisque le site a été détruit par le site a été détruit par l'armée israélienne peu de temps après l'incident, pour des raisons d'ailleurs tout à fait compréhensibles. C'est que c'était une situation de guerre, vous êtes d'accord là-dessus, et que pour des raisons militaires, les militaires ont pensé qu'il fallait détruire le site. Bon, ça les regarde. Donc il n'y a plus d'éléments matériels pour étayer la thèse dans un sens ou dans un autre, mais néanmoins, depuis 10 ans, vous parvenez à créer une actualité et à faire vivre ce sujet. Et je dirais, et je terminerai là-dessus, je vous laisserai la parole, que vous me semblez insubmersible, parce qu'en dépit des procès qui vous ont été intentés, ou de ceux que vous avez intentés, en dépit des faits qui s'imposent quand même à l'observateur de bonne foi, vous parvenez quand même toujours à ramener le sujet et à créer une actualité. Je trouve que c'est très fort. Mais je ne suis vraiment pas convaincu par vos arguments, et je pense que malheureusement, contrairement à ce que vous affirmez, oui, hélas, cet enfant a été tué à Gaza. Ça n'a pas été le seul, vous savez, il y en a plus de 800 qui ont été tués à Gaza depuis 2000. On est sur 2001. un enfant. Oui, mais c'est un fait qui s'inscrit dans un contexte historique. Que vous affirmez et qui n'a pas de rapport avec ce qu'on dit. Je vous laisse la parole. Alors, donc pour être très précis, donc voilà l'image terminale du reportage de France 2. La version des faits de France 2, que je tiens à lire puisqu'elle est très précise, c'est que les soldats israéliens ont tiré sur le père et l'enfant pendant 45 minutes, sans discontinuer de façon intentionnelle, à une distance de 80 mètres. Je mets donc au défi n'importe quelle personne normalement constituée, ayant déjà touché une arme, de voir une cible de la taille du père et de l'enfant, c'est-à-dire environ 2 mètres carrés, une cible fixe à 80 mètres, de façon intentionnelle. Combien de temps faut-il pour abattre cette cible ? La version de France 2 est qu'il faut
45 minutes. Ce que vous confirmez, puisque dans votre article vous écrivez « Le déluge de feu dure 45 minutes ». Puisque vous me citez, je me permets, c'est pas du tout ce que je dis dans mon article. Alors, c'est écrit là précisément, le déluge de feu dure 45 minutes, c'est écrit là. Oui, le déluge de feu dure 45 minutes, mais je ne dis pas que pendant 45 minutes, les militaires tirent sur le père et l'enfant. Et permettez juste un instant, je pense que c'est assez représentatif de votre manière de présenter les choses, qui à partir d'un fait exact, vous prenez une de mes citations, en tirait une interprétation qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Alors je vais continuer. Donc on mettra aussi en lien sur le site la possibilité de voir la déclaration du caméraman palestinien Talal Abou Rahma, qui est le seul témoin de l'affaire, puisque Charles Anderlin n'était pas sur place, il n'était pas à Gaza, et c'est donc ce caméraman qui a fait une déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme, où il affirme bien que les Israéliens ont tiré sans discontinuer pendant 45 minutes sur le père et l'enfant. Et donc on verra ensuite qu'à la fin, selon la version de France 2, le père aurait reçu 12 balles d'armes de guerre. 12 balles d'armes de guerre. Et chose étonnante, le père ne bouge pas d'un centimètre alors que les balles sont censées venir de cette direction-là, donc venir déplacer sur le côté gauche. Mais il y a aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il n'a pas une goutte de sang, ni sur son corps, ni sur ses vêtements, et même une fois qu'il aura quitté le lieu, sur le mur, alors qu'on nous affirme que les 12 balles ont traversé son corps. L'enfant aurait reçu 3 balles et serait mort, et lui non plus n'a pas de sang. Alors, on va vous dire, il y a quelque chose de rouge. En effet, il y a quelque chose de rouge, et grâce aux images de France 2, ce qu'on a pu voir, c'est que dans l'image qui précède l'image au moment où l'enfant met sa main devant les yeux, demander à n'importe quelle personne de dormir même avec les mains devant les yeux, c'est impossible. On s'effondre, le bras tombe. Et là, on veut nous faire croire que l'enfant est mort alors qu'il a la main devant les yeux. Non, il faut un tonus musculaire pour faire ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'enfant a un petit chiffon rouge dans la main. Vous le voyez là, Hervé? Regardez bien. Hervé. Non, mais je rentrerai pas. Ah d'accord, alors vous ne voulez pas. Je voudrais finir, alors je vais finir, si vous ne voulez pas. Donc il tient le chiffon rouge et après il va le déplacer. On voit bien que l'enfant, alors qu'on nous dit qu'il a reçu 3 balles et qu'il est mort, n'a absolument aucune trace de sang. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc que France 2, quand on leur a demandé de présenter les 27 minutes de rush, pendant 7 années, ils ont dit « Ah non, on a des images des rushs, on a 27 minutes de rush, mais on ne veut absolument pas les montrer, c'est horrible, les images sont horribles, on a l'agonie de l'enfant. » Malheureusement pour eux, quand la cour d'appel de Paris a demandé à France 2 de présenter les 27 minutes de rush, d'abord ils ont triché, ils n'en ont présenté que 18. Et qu'est-ce qu'on a vu de très intéressant? C'est qu'une fois que l'enfant est soi-disant mort, on a l'enfant qui lève le coude, tourne la tête en direction du caméraman et baisse le coude et garde le pied au-dessus du sol. Et dans les 3 secondes qui suivent, on a l'image qui s'arrête et le baril avec le mur où le père et l'enfant ont disparu avec aucune trace de sang derrière. Donc c'est absolument incroyable, c'est absolument décrit par tous les experts balistiques notamment que nous avons fait venir, puisque je tiens à dire une chose, c'est que aucun des documents, aucune des expertises que j'ai fait faire n'a jamais été contestée par qui que ce soit, ni par France 2, ni par la justice, ni par Charles Anderlin. Elles ont toutes été validées et utilisées en justice. Il y a eu expertise balistique. Enfin, je regrette. Excusez-moi. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Je vais vous interrompre encore une fois parce que vous avez l'habitude des conférences, vous en donnez beaucoup. Ce sont les mêmes arguments qu'on entend depuis 10 ans. Ils sont très intéressants. De mon point de vue, ils sont totalement erronés, mais je pense que ça n'a qu'un lointain rapport avec le sujet. Par ailleurs, vous évoquez des documents qui sont validés par un tel, pas validés par un tel. Non, ils ne le sont pas. Ils sont validés par vous et par les personnes qui vous soutiennent, ils ne le sont pas. Mais c'est pas ça mon problème. Attendez, je suis désolé, je ne peux pas vous dire ça. Ces documents ont été présentés en justice. L'expertise médico-légale, biométrique, balistique et même graphologique, elles n'ont été contestées ni par France 2, c'est tout à fait faux. Écoutez, alors ce que je vous suggère, ce n'est pas parce que vous présentez un document en justice que pour autant il est accepté par la partie adverse. Alors la première chose, c'est qu'ils ont été acceptés, ils n'ont pas été réfutés. La deuxième chose, c'est pas parce qu'un document n'a pas été réfuté qu'il est authentique. Attendez, mais France 2 aurait très bien pu. Moi je voudrais me situer sur je voudrais répondre. France 2 répond pas. C'est la logique même de votre démarche. Attendez, mais je voudrais débattre sur l'origine des tirs, pour savoir si les tirs ont été israéliens ou palestiniens, je comprends bien, on peut en débattre. Parce qu'effectivement, c'est une scène de guerre, elle est compliquée, il y a des Israéliens qui sont dans leur poste militaire d'un côté, il y a des Palestiniens
des groupes très différents du reste. Il y a des civils, il y a des militaires, il y a des hommes, il y a des miliciens. Il y a un échange de feu qui est très compliqué. Mais excusez-moi, c'est faux, tout cela est faux. Il n'y a pas de tir. Non, ce jour-là, c'est un jour de tournage, puisqu'on a récupéré les images de la société de presse et de Reuters ce jour-là, et qu'on a pu voir que ce jour-là, il n'y avait que ce qu'on appelle du Pallywood, Palestinian Hollywood, de fausses scènes de guerre. Oui, mais c'est factuel, monsieur. Mais non, non, vous m'avez interrompu, maintenant je vais finir. On n'a pas dû voir les mêmes images. Si, on les a vues. Alors moi, ce que je plaidais, moi je vais finir de parler. Donc c'est un problème de. Mais non, mais il faut. Je vais finir. Attendez, il faut qu'on se mette d'accord sur les faits. On ne peut pas débattre s'il n'est pas d'accord sur les faits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, c'est qu'on va mettre ces images, elles seront mises en ligne et les gens pourront voir de quoi on parle. Très bien. Mais alors maintenant, moi je voudrais vous poser une question, voilà, tout simplement. Comment expliquez-vous qu'avec 15 balles, il n'y ait pas une goutte de... Avec 15 balles, il n'y ait pas une seule goutte de sang sur le corps? Mais je vous pose la question, c'est factuel. 15 balles, Philippe, pas une goutte de sang. Je vous connais bien, vous me présentez une lanterne magique que vous faites parler à votre gré. Je vous pose la question, 15 balles, pas une goutte de sang. Vous n'avez aucun argument à afficher. Alors écoutez, si vous voulez que je vous donne un argument, premièrement, tout à l'heure, vous ne m'avez pas parlé de 15 balles, mais parlé de 12 balles. Non, 12 balles sur le père et 3 balles sur l'enfant. Deuxièmement, plus 3, ça fait 15. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petit, il se trouve que mon père et mon grand-père, pardon, étaient un héros de la résistance. Mais ne sortez pas du sujet. Mon grand-père est un héros de la résistance. Vous savez, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Oui, mais ça n'a pas le rapport avec un sujet. Il se trouve que mon grand-père était un héros de la résistance et quand j'étais petit, il a invité chez lui, et je j'en ai été témoin, un monsieur qui a été fusillé par les Allemands. Le corps criblé de balles. Et pourtant, je l'ai vu, il était vivant. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses surprenantes. Attendez, je ne suis là, pas je vous pose la expert question. médical. Mais oui, vous avez des expertises balistiques. Je veux vous dire, vous avez un expert balistique qui vous dit que... Aussi incroyable que cela puisse paraître, une personne peut avoir été fusillée, touchée par 12 balles, et néanmoins survivre. Alors donc je tiens à dire, voilà, donc on nous dit que le père et l'enfant ont pu avoir reçu 15 balles à eux deux et n'avoir aucune goutte de sang. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas comment... Mais non, mais moi j'aimerais finir. Je n'ai pas dit. C'est pas normal qu'on s'interrompe comme ça. Moi je réponds. Voilà, moi c'est pas normal. Moi vous m'interrompez pour rien. Il ne faut pas que vous interrompiez les deux. Non mais moi je n'interromps pas, je laisse... Celui qui a la parole là, donc c'est toi. D'accord, on va respecter la règle. Et je crois que c'est il n'est pas interrompu et après on passera la parole. Donc voilà, je demande donc 45 minutes de déluge de balles. Et ça on pourra le voir dans le lien qui conduit à l'article de Hervé de Guignon. On pourra le voir aussi dans le témoignage du caméraman, le seul témoin des faits, qui nous dit que 45 minutes de tir intentionnel sur ce mur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a que 8 impacts de balles dans le mur, ce qui fait moins d'une balle toutes les 5 minutes, ce qui est totalement grotesque. Là, on n'est plus sur un truc de 2 mètres carrés, on est sur 10 mètres carrés. Ça, c'est autre chose. On voit que les impacts sont ronds. La preuve, les impacts sont ronds. L'expertise balistique qui a été faite par Jean-Claude Schlinger, expert numéro 1 auprès des tribunaux en France, qui forme les experts balistiques en France, prouve que tous les tirs ronds sont des tirs qui ont des tirs perpendiculaires. Si les tirs venaient de la position israélienne qui est en angle, on aurait des formes ovales. Et j'insiste toujours, on a donc... Le père a reçu 12 balles et l'enfant 3 balles. Et ça, donc, je vous montrerai, vous pourrez mettre les films en ligne pour que les gens puissent bien voir les déclarations du père qui nous le déclare et le caméraman qui nous le dit. Malgré les 15 balles, on n'a pas une goutte de sang. Donc, vos histoires de père, etc., de sang, moi je vous dis, montrez-moi où sont les 15 balles, où sont les impacts des 15 balles. Non, mais vous ne voulez pas regarder l'image? C'est moi qui ai la parole. Mais vous ne voulez pas regarder l'image? C'est moi qui ai la parole. Vous ne la regardez pas? C'est moi qui ai la parole. Mais regardez-la au moins. Non, mais moi je ne veux pas entrer dans cette manière d'appréhender la question qui est complètement coupée de la réalité et du contexte. Si vous permettez, c'est moi qui ai la parole. Que se passe-t-il à Gaza ce jour-là? Il se trouve que Ariel Sharon, 2 jours plus tôt, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées. Hors sujet. Tout le monde mais c'est pas hors sujet, c'est le cœur du sujet. Et tout le monde s'attend 2 jours plus tard à ce qu'il y ait une explosion de violence dans l'ensemble des territoires occupés. Et pourquoi ces équipes, vous les avez citées vous-même tout à l'heure, AP, Reuters, France 2, toutes les télévisions sont présentes à Gaza? Pas par hasard. Elles y sont parce qu'on s'attend à une explosion de violence. Donc il est tout à fait vraisemblable qu'à ce moment-là, il y aura des échanges de tirs entre Israéliens et Palestiniens. Les caméramans sont sur place, ils filment différents incidents pendant la matinée. Non, excusez-moi, dans la matinée, si vous permettez, ils filment des mises en scène. Ils filment des mises en scène et on les mettra en ligne. Si vous permettez, c'est un débat, chacun parle à son tour, j'ai la parole, je l'utilise. Le matin, les journalistes filment des incidents qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient au carrefour de Netzarim, alors que en Cisjordanie, les incidents sont plus violents. Ils s'apprêtent à ranger le matériel quand tout à coup ont lieu des échanges de feu. Et c'est cette scène qui est filmée. Cette scène s'inscrit dans un contexte historique. C'est si vrai qu'au même moment en Cisjordanie,
il y a des échanges de feu incroyables qui sont filmés au même moment et que Alors, personne c'est ne faux. conteste. Alors, c'est encore faux. Alors, C'est excusez-moi. pourtant, écoutez, puisque... excusez-moi, je permets... Alors, ok, je vous donc laisserai la parole. c'est un monopole. Mais non, c'est pas C'est un monologue. Mais vous aurez... C'est pas un monologue, vous avez eu la parole, on peut en débattre, mais il faut que chacun puisse... Vous êtes exactement au même temps de parole. Quoi. Voilà, donc c'est très bien, tant mieux. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on peut toujours prendre tel petit incident, et il y a des experts dans ce métier, on peut prouver des choses. Personnellement, je ne fais pas confiance à votre analyse des faits sur ce terrain-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce jour-là un échange de feu entre des militaires qui sont dans un fortin, qui ont une visibilité réduite sur un champ, et d'autre part des Palestiniens qui leur tirent dessus. Il y a un homme et son fils, et c'est pas le seul, il y a des civils qui sont pris dans la fusillade. Il est tout à fait, malheureusement, prévisible et logique qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des tués. Vous interprétez tout ceci comme une mise en scène. Je vais vous dire simplement que ça n'a aucun sens. C'est véritablement insensé parce que je ne vois pas l'utilité de monter ce genre de mise en scène à cet endroit-là, ce jour-là. Ça n'a simplement aucun sens. Ok, donc pour vous c'est une question d'utilité. Vous passez dans l'utilité, moi je vous montre Non, le fait. je parle de montre sens les faits. historique. Mais il n'y a pas de Pourquoi ce jour-là. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi voulez-vous Parce que monter ce une mise en jour-là. scène ce jour-là? Ça Parce ne que sert à rien. d'abord le pourquoi c'est pas moi de le Il dire. faut tenir verticalement. Pour moi c'est pas moi de Donner dire. une bonne publicité à cette photo, vous Absolument, récusez. absolument. Mais je vais vous dire une chose. Le reportage qui a été fait par France 2 est l'élément qui va déclencher la seconde intifada réellement. C'est ces images-là qui vont embraser Gaza et la Cisjordanie. Ça, c'est très 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 calme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Mais il y a quelque chose de très intéressant, par exemple, dans cette histoire-là. On nous dit que c'est une question de conséquences historiques ou de raisons historiques. Absolument pas. On a une mise en scène. Les caméramans de Reuters et de la société de presse qui sont là, étonnamment, ne filment pas cette scène alors que c'est quand même la plus belle scène. Attends, j'ai pas fini. Non, je l'ai pas fini. Et alors on a quelque chose de très intéressant. Contre-vérité. C'est vrai. Et donc, Je vous remercie de le reconnaître. non, c'est vrai ce que je dis. Et on arrive à quelque chose de très étonnant, c'est qu'on nous dit que France 2 a tourné ces images à partir de 15h. Donc France 2 dit 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim. Le médecin qui reçoit le corps de l'enfant, qui est interviewé par France 2 et même par la télévision allemande, dit « J'ai reçu le corps à 10h du matin ». Bien évidemment, vous aurez cette vidéo aussi à voir sur le film. Donc, comment voulez-vous que le corps d'un enfant mort à 10h du matin soit vivant à 15h pour tourner cette? Pourquoi? Parce que France 2 a utilisé les images de la mort du matin avec un enfant réellement mort à 10h du matin, a tourné la scène et ensuite l'après-midi a fait des funérailles. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'expertise biométrique a prouvé que les images de l'enfant à la morgue et les images de l'enfant aux funérailles sont les mêmes. Malheureusement, l'expertise biométrique a prouvé que l'enfant qui tourne dans le reportage de France 2 n'est pas l'enfant que l'on voit le matin à la morgue et l'après-midi aux funérailles. C'est factuel. Mais enfin, c'est factuel, c'est votre interprétation des faits. Vous savez qu'il y a des gens qui prouvent que l'attentat du 11 septembre n'a pas eu lieu. Mais ça n'a pas de rapport. Bah, pour moi, c'est excusez-moi, la mais même non, vous ne voulez pas rester. Moi, je vous parle de. Mais non, mais moi, je vous parle de Mais 15 vous balles et me pas une laissez pas- goutte. vous me laissez Mais non, pas parce que vous discuter. dites là, vous partez sur votre père, la résistance, etc. On s'en fiche de tout ça. Et du 11 septembre, il y a 15 balles et pas une goutte de sang. Il va bien falloir la regarder. Vous ne voulez même pas là. Elle vous gêne parce que c'est absurde, parce que vous êtes embarqué dans ce mensonge-là, depuis tant d'années et vous avez du mal à reconnaître. Et vous avez du mal à reconnaître. Vous avez du mal à reconnaître. Non, c'est non, tout. c'est France, attendez, la télévision publique allemande, mais non, parce que c'est dingue. La télévision publique allemande a fait un documentaire en 2009 qui confirme tout ce que j'affirme. France 2 n'a jamais attaqué, ok. Pierre-André Taguieff a fait un livre de 500 pages dans lequel, pendant 100 pages, il en parle. France 2 n'a pas attaqué. Le journal Média, qui est dirigé par Robert Bernard, auquel vous collaborez, a publié mon interview dans lequel j'explique très clairement que c'est une enceinte. France 2 n'a pas attaqué. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que tout ça c'est du bidonnage. Et j'en veux pour preuve le dernier procès grotesque que Jamal Doura, le père qui nous raconte qu'il a reçu 12 balles dans le corps, a fait un procès contre le médecin qui a témoigné pour prouver que ses cicatrices étaient grotesques, datées d'avant. Qu'a fait France 2? Ils ont truqué une pièce, et ça c'est visible dans n'importe quel reportage, sur n'importe quel rapport du procès. France 2 a effacé, le père a effacé la 6e ligne du rapport médical qui prouvait que ces blessures ne venaient pas de là. Très bien. Écoutez, je vois que quand vous parlez de cette affaire, vous vous emportez, vous avez beaucoup de véhémence, beaucoup d'énergie, un flot de paroles. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs pourront comprendre vraiment ce que vous expliquez. Deux choses que je voulais vous dire. La première, Média vous a donné la parole, tant mieux pour vous. Vous avez l'occasion de vous exprimer sur de nombreux médias, de faire des articles, des conférences.
c'est faux, vous donnez des conférences un peu partout Non, dans les le monde. médias, le seul média en France qui m'a donné la parole, c'est Personnellement, Robert Ménard dans Média. Mais Et je le félicite. Je sais bien, et c'est tout à son honneur. Personnellement, je ne vous aurais pas donné la parole. Oui, parce que je sais la façon totalitaire de se comportent les habitants d'Erlin, puisque j'ai été interdit. Oui, je sais. C'est lui qui a parlé. Si vous m'aviez laissé terminer ma phrase, j'aurais expliqué pourquoi je ne vous aurais pas donné la parole dans cette revue, dans ce cadre-là, mais puisque vous m'interrompez, je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais simplement revenir sur un point. Toute votre démonstration, je ne vais pas entrer dans le détail, comme j'ai essayé de le dire avant que vous m'interrompiez, il y a des gens qui veulent prouver que l'attentat du 11 septembre n'a pas eu lieu, il y a des gens qui veulent prouver qu'on n'est jamais allé sur la ligne, ils ont un public, ils en vivent assez bien, ils font des livres, des conférences, des exposés, il y a des gens qui ont besoin de croire à ça. Et je pense que ce qui est intéressant finalement dans cette affaire, de l'affaire Al-Doura, c'est pas tellement la remise en cause des faits, parce que les faits, malheureusement, encore une fois, Mais c'est ça, excusez-moi, vous dites... Attendez, si vous permettez, j'aimerais pouvoir terminer. Non mais vous dites, excusez-moi, non mais vous dites des faits, c'est faux. Tant qu'on n'aura pas, non mais tant qu'on aura, excusez-moi, il y a un moment donné, il va falloir répondre. Moi, vous me posez des questions, je réponds. Là, vous avez 15 balles et pas une goutte de sang. Si vous voulez pas répondre, vous ne voulez même pas la regarder, la photo. Elle vous gêne. Elle vous gêne. 15 balles et pas une goutte de sang. Mais expliquez-moi. Et trouver un seul expert balistique au monde qui accepte que là, on puisse dire tous les experts balistiques qui ont été commissionnés sur cette affaire ont dit c'est impossible. France 2 n'a jamais été en mesure au procès. France 2 a des moyens. Ils auraient pu produire une expertise balistique qui disait non, c'est tout à fait possible. Ils auraient pu produire une expertise médico-légale. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc là, vous n'osez même pas regarder les images parce qu'elles vous montrent. Elle vous renvoie vers le fait que vous êtes planté il y a quelques années. Donc c'est pathétique. Alors écoutez, je ne vais pas reprendre tout parce que je pense que c'est un tel magma informe qui est difficile de l'attraper. L'image. Mais l'image, je la connais, elle m'attriste, elle m'afflige. Je la trouve vous avez déjà vu un enfant avec mort avec un main dans les yeux. Je ne vais pas entrer dans votre... Je ne vais pas entrer dans votre lanterne magique parce qu'elle n'explique rien. Ce qui intéresse nos auditeurs et nos spectateurs, c'est de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on conteste les images et ce que signifie cette contestation. Ce qui s'est passé, ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est un échange de feu entre l'armée israélienne et des Palestiniens. Mais ça, c'est vous qui au l'inventez. cours desquels... Mais je l'invente pas. Vous n'avez aucun élément de preuve pour dire ça. Vous n'avez aucun élément de preuve. Moi, j'ai des preuves. Regardez, je vais vous dire deux choses. Regardez, j'ai publié un livre, j'en profite pour faire de la publicité, qui est un très bon livre. Un idéologue dans le génocide rwandais enquête sur Ferdinand Nahimana. Je vais vous dire deux choses. La première, vous me dites que j'ai du mal à admettre une erreur et à revenir sur mon jugement, mais je vous prouve que non, car ce livre, qui traite d'un sujet complètement différent, est précisément un travail sur une erreur très intéressante. De qui? De mon erreur, l'erreur en général de la communauté des journalistes sur un cas particulier. Donc on attend la prochaine fois quand vous publierez un livre là-dessus. Qui est un cas particulier, qui est Ferdinand Nahimana. Ferdinand Nahimana est un Rwandais. Il a été accusé. Dès qu'on vous montre la photo avec les 15 balles, vous êtes incapable. Bon, alors sur le premier plan, puisque vous ne me laissez pas parler, c'est incroyable. Sur le premier plan, puisque vous ne me laissez pas parler, mais non, mais ne parlez pas du Rwanda. Maintenant, ce que je voulais vous donner, c'était une citation. Permettez, je voulais vous lire une citation. C'est pour ça que j'ai pris ce livre, qui me paraît très pertinente. C'est une citation de Hannah Arendt. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. À partir du moment, permettez quand même que je m'exprime, à partir du moment où vous ne voulez pas reconnaître les faits, par exemple le fait qu'à Gaza et en Cisjordanie, ce jour-là, il y a des échanges de feu partout, il y a des centaines de blessés, que cette révolte est parfaitement prévue, non seulement par les Israéliens, par les Palestiniens et par les journalistes, par toute la communauté. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce fait, on ne peut pas débattre. Permettez, je termine. Si vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il y a eu au moins 800 enfants palestiniens tués depuis cette date et que l'affaire Al-Doura, malheureusement, n'est pas un cas unique, on ne peut pas débattre. Alors je vais vous arrêter. Je vous laisse la parole. Si vous ne voulez pas accepter les faits et si vous voulez simplement incapable de rester sur les faits, mais vous êtes incapable de rester sur les faits. Vous parlez de 800, mais vous parlez de 800, vous n'avez aucun élément. Voilà la seule preuve, la seule image dont vous affirmez d'un meurtre entre guillemets d'un enfant palestinien. Attendez, je n'ai pas dit que les Israéliens avaient assassiné 800 enfants. Je dis qu'il y a 800 enfants qui ont été tués dans les territoires occupés, en bande de Gaza, depuis le mois de... Pareil, on laisse parler Philippe Carsanti. Alors donc la seule preuve de vos 800 images qui a été filmée et pour autant une mise en scène. Et moi je crois que c'est assez pathétique. Mais oui, je suis désolé, mais oui, c'est pathétique. La seule image, alors je suis certain qu'il y a des enfants qui ont été tués, mais en tout cas, ce qui est très intéressant pour nos spectateurs, c'est de voir que la seule image
sur lesquels s'appuient les théoriciens des 800 morts palestiniens, c'est cette image-là, qui est une image mise en scène et qui a été reconnue. Alors je vais quand même citer ce que dit la Cour d'appel. Ce que dit la Cour d'appel dans l'arrêt qui me relaxe. Il dit: les attestations produites par le caméraman de France 2 ne peuvent être tenues pour parfaitement crédibles. Monsieur Karsanti s'appuie sur l'incohérence inexplicable des images visibles, sur l'absence de caractère probatoire des photos des blessures de Jack Doura, enfin sur les réponses contradictoires de monsieur Anderlin relatives aux coupures existant dans son montage. Ensuite, sur 27 minutes des rushs, plus de 23 minutes de scènes filmées n'ont rien à voir avec la mort du petit Mohamed et consistent dans de fausses scènes de guerre. Ça, c'est la Cour d'appel qui l'écrit. Philippe Karsanti, le premier épisode de Pure Fiction, qui est aussi soutenu par de grandes signatures de presse ayant vu les rushs. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a une Cour d'appel de Paris qui affirme tout ça et qui dit qu'on a le droit aujourd'hui de dire que ce reportage était une mise en scène. On a Canal+ qui fait un documentaire pour soutenir cette mise en scène, qui se fait condamner en diffamation. Je vous dis quelque chose d'incroyable. Chaque fois que j'essaye de parler du sujet, je demande à monsieur De Guin de regarder cette image. Il va me chercher un livre, il va me chercher son père, son grand-père, ce que vous voulez. Moi, c'est simple. Vous avez dans cette image-là un enfant et un père qui sont censés avoir reçu 15 balles à eux deux, qui ont été mitraillés pendant 45 minutes, et pour autant vous avez 8 impacts de balles et pas une goutte de sang. C'est quand même assez phénoménal, non? Ça devrait quand même vous interpeller. Alors, quand vous parlez énormément, vous dites beaucoup de choses, c'est difficile de dialoguer parce que le temps de répondre à un argument, vous êtes passé déjà à un autre argument. Je voudrais revenir sur votre citation de la Cour d'appel. La Cour d'appel visionne des images et estime que ces images ne sont pas des scènes de guerre. Je ne suis pas certain que les personnes qui ont émis cette décision se soient déjà rendues dans des pays en guerre et déjà assisté à des scènes de guerre. Il se trouve que par mon métier, parce que j'étais journaliste, j'y ai assisté, et lorsque j'ai vu les images, malheureusement, elles ressemblaient assez fortement aux scènes de guerre auxquelles j'ai pu moi-même assister. Si vous permettez, je voudrais terminer ce que j'ai à dire. Je pense que tout simplement, la Cour se trompe, ce qui arrive. Ce qui m'intéresse moins, c'est pas tellement la vérité judiciaire, car la vérité judiciaire, elle est le fruit d'un rapport de force, de l'habilité des parties à se défendre, et je suis tout à fait d'accord pour concéder que Charles Anderlin peut commettre des erreurs dans sa défense, y compris le père de l'enfant peut commettre des erreurs dans sa défense, et donner par erreur des arguments à la partie adverse. Donc la vérité judiciaire exprime une chose, mais n'exprime pas forcément la vérité historique. Et c'est la raison pour laquelle, si vous permettez, je préfère débattre dans un cadre de presse, plutôt que dans un cadre juridique, parce que dans un cadre juridique, vous ne pouvez pas employer toutes les preuves que vous avez, tous les éléments, tous les arguments. Alors, j'aimerais vous répondre à ça. Alors donc, dans un cadre juridique, ce qui est très intéressant, c'est quand même, je rappelle quand même à nos spectateurs que pendant 7 ans, France 2 a toujours refusé de montrer ces fameux rushs en mentant, puisque le mot est clair, ils ont menti en disant « nous avons la scène de l'agonie ». Et on a pu voir que c'était une scène où l'enfant tournait la tête en direction du caméraman. Donc ça, c'est le premier point. Les scènes de guerre ce jour-là, non. Ce sont des scènes à Gaza tournées par Associated Press et Reuters et par le caméraman de France 2 qui sont des scènes grotesques. Et moi, je voudrais vous lire les témoignages que France 2 a produits au tribunal. Je voudrais finir. Ce que vous dites est non seulement faux, mais insultant pour les personnes qui à ce moment-là se trouvent sous la mitraille. À qui pensez-vous? Je pense aux Palestiniens qui se trouvent sous la mitraille dans ces scènes qu'on a vues. C'est faux. C'est faux dans toute la bande de Gaza et c'est faux non, dans toutes les images qui ont été tournées. Centaines de blessés. Les images qui ont été tournées sur là, les images qui ont été tournées sur là sont fausses. Mais je suis content que vous teniez ces propos parce que ça permet aux spectateurs de comprendre comment vous réfléchissez, comment vous interprétez les faits et donc comment vous arrivez à cette conclusion. De voir comment vous n'osez même pas regarder cette image. Mais moi je voudrais lire. Je voudrais lire je voudrais lire les témoignages que France 2 je voudrais lire les témoignages que France 2 a produits au tribunal. Le caméraman qui a donc signé pour France 2, nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en poste du poste de palestinien de sécurité. Rien. Ensuite, Youssef Kadra, le palestinien ambulancier qui est censé avoir ramassé le corps de Mohamed Al-Doura. Il y avait un avion qui tirait d'en haut, le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux, et enfin, Izad Hayem, Abu Dhabi TV, présenté par France 2 comme un témoin valide, il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks. Donc on a affaire à des missiles anti-tanks, à des avions, à des hélicoptères, et vous avez toujours... Et aux soldats israéliens qui tirent pendant 45, et vous avez toujours 8 impacts de balles et pas une goutte de sang. Vous avez face à ça France 2 qui pendant 7 ans a caché 27 minutes de rush, qui quand on les a forcés par la justice a dit « Ah non, on n'en montre que 18 ». Et quand on a vu ces 18 minutes, on a vu 17 minutes d'images grotesques, 1 minute de l'affaire Al-Doura consacrée à l'affaire Al-Doura, avec en derrière donc les 10 secondes grotesques où on voit aussi l'enfant tourner la tête en direction de la caméra, et les 3 secondes où le père et l'enfant ne sont plus là, et on voit qu'il n'y a plus personne derrière le baril.
Je regarde parce que moi j'espérais que nous allions avoir un débat. Je vais vous tourner vers la caméra et vous dérouler votre speech de manière à convaincre, comme dans une réclame de votre public, mais c'est pas l'esprit. Moi ce qui m'intéresse Vous ne davantage... voulez pas débattre des images? Mais vous posez votre photo s'il vous plaît et laissez-moi parler. Non, mais je vous pose la question. Vous ne voulez pas J'ai la débattre? parole, j'aimerais pouvoir l'utiliser. Et posez votre photo, tout le monde l'a vu, on n'a pas besoin de l'exhiber C'est en impressionnant, permanence. 15 balles, pas une goutte de sang. Mais ça n'est pas le sujet. Trouvons un Moi, seul j'aurais- expert. Mais si, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Alors quand vous avez fini Excusez-moi. votre speech, je Non, reprendrai non. la parole, Alors, d'accord. j'expliquerai... Alors moi je dis voilà, c'est ça le C'est plus- sujet. c'est plus un Vous débat. voulez parler du Rwanda, vous voulez parler de votre paix résistance, ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance dans ce cadre-là. Là je vous parle, on a 15 balles et pas une goutte de sang. Tant que vous n'aurez pas répondu à ce problème-là, qu'aucun expert balistique a été en mesure de soutenir, vous serez dans une situation inconfortable. Et je vous dis, j'ai énormément de respect pour vous Hervé, parce que vous êtes en mesure de venir défendre une position indéfendable. Et pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes embarqué dans ce truc-là, probablement par erreur, parce que je ne peux pas imaginer que vous ayez dans l'idée de soutenir un truc aussi grotesque. Mais là, vous n'êtes pas en mesure de reculer. Vous avez perdu sur tous les fronts, vous êtes en train de perdre quelque chose de grotesque. Regardez, montrez-moi les traces des 15 balles qui auraient touché le père et l'enfant. C'est simple. Elle est là, c'est ça. Je pense qu'on doit partir de là. Partons de là. 15 balles. Alors, vous avez soulevé une question qui est intéressante. Quelle est ma motivation dans l'affaire? Ma motivation, elle est simplement la recherche de la vérité. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de polémiquer sur les faits que vous brandissez, qui me paraissent tout à fait, absolument pas pertinents par rapport au sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse historique. Mais Premièrement. ça n'est pas l'image. Non. Mais je suis désolé. Premièrement. Deuxièmement, ce qui m'intéresse, et ce dont j'aurais aimé débattre avec vous, qui me paraît beaucoup plus pertinent, j'aurais voulu comprendre pourquoi cette affaire, qui encore une fois est une affaire terminée, achevée, pourquoi est-ce qu'elle tient tant à cœur à la communauté juive et en particulier en France? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle signifie? J'ai une interprétation là-dessus, elle vaut ce qu'elle vaut et j'aimerais bien qu'on en discute. Mon point de vue, ça va être difficile pour vous de m'écouter parce que vous n'arrivez pas beaucoup à écouter vos Mais je prends des notes sur ce que Oui, vous tout à fait. écrivez. Mais je vous remercie de me laisser parler. Pour ne pas Mon point vous de vue, c'est que, à juste titre, la communauté juive, qui a un attachement particulier à Israël et à l'armée israélienne, a une vision morale de l'armée israélienne. Et elle a du mal à imaginer, et on comprend, que l'armée israélienne ait pu se rendre coupable de la mort d'un enfant, a fortiori de façon intentionnelle. Dès lors, elle est avide d'une interprétation qui lui permet de dire soit que l'enfant n'a pas été tué intentionnellement, ce que je pense, soit que l'enfant n'a pas été tué par l'armée israélienne, ce qui est possible, encore que très peu probable compte tenu de la configuration des lieux. Là c'est faux. Vous dites des Si choses vous qui sont permettez, fausses. je voudrais terminer mon explication. Alors, l'expertise Si vous permettez, je voudrais terminer mon explication. Vous êtes à égalité de temps de parole, donc voilà. Je pense que, à juste titre, la communauté juive aimerait pouvoir croire dans la moralité de cette armée, qu'elle n'ait pas tué cet enfant, qu'elle ne l'ait pas tué intentionnellement, que l'enfant ait été tué d'une autre manière, voire qu'il ne soit pas mort, de manière à ne pas avoir à remettre en cause ce jugement que cette communauté porte sur l'armée israélienne. Malheureusement, il faut savoir que la guerre qui se déroule en Israël depuis maintenant plusieurs dizaines d'années est une réalité. Et malheureusement, l'armée israélienne est amenée parfois à tuer des civils, et on l'a vu dans l'opération Plomb durci. C'est une réalité, et c'est une réalité qui change les acteurs. Et je pense que on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur cette violence. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un cas isolé. Il se trouve qu'il y a des images, il se trouve, et je suis d'accord, que ces images ont été exploitées par la propagande palestinienne, mais pas seulement, par beaucoup de mouvements extrémistes, qu'elles ont été manipulées, qu'elles ont été truquées. Mais ce n'est pas le problème de Charles Anderlin, ce n'est pas le problème de France 2. Que si vous produisez un document et qu'ensuite il est exploité, maquillé, manipulé, ça n'est pas votre faute. Et si vous permettez, vous avez fait tout à l'heure, vous avez dit oui, France 2 a donné ces images gratuitement à un grand nombre de médias. Mais oui, bien sûr, que voulez-vous que France 2 fasse? Que France 2 les vende, fasse de l'argent? Non, ça me paraissait tout à fait normal. Voilà une information qui est d'intérêt public, il est normal qu'elle circule. Tout comme ont circulé quelques jours plus tard le lynchage horrible de 2 soldats israéliens par les Palestiniens. Moi je pense que le cœur du débat, il n'est pas sur ces photos que vous exhibez, c'est un débat qui a été déjà tranché depuis longtemps, on peut faire dire ce qu'on veut aux faits, comme je vous le disais, il y a des gens qui sont convaincus que les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu, je les laisse avec leurs croyances, je suis obligé les croyances millénaires. Alors moi je suis désolé, moi je vous vous interromps. laisse avec vos croyances. Je crois que le débat intéressant, c'est un débat sur la signification de cette affaire maintenant, je voudrais par répondre. rapport à la psychologie. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en
on entend donc vendre. Ah non, il ne fallait pas gagner d'argent sur ces images. Mais en revanche, Charles Anderlin, qui vient de publier un livre qui s'appelle Un enfant est mort, lui, ça ne lui a pas posé de problème. Il n'a pas fait don de cet argent à qui que ce soit. Donc c'était pour gagner de l'argent. Vous n'en savez rien, et d'autre part, je ne pense pas que le coup de Charles Anderlin dans cette affaire, c'est ce que je note. Et ce que je note dans cette affaire-là, c'est qu'en fin de compte, dès qu'on parle des faits, vous éloignez, plomb durci, vous refusez l'expertise balistique. Moi, je vous pose la question simple. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse un débat public avec 200, 300, 500 personnes et que vous arriviez avec un expert balistique, trouvez un seul. Je ne vous propose pas 10, un seul expert balistique, un seul médecin, attends, je voudrais finir, d'expert médico-légal qui nous dira, voilà, oui c'est possible. Le père a reçu 12 balles, l'enfant a reçu 3, donc 15 balles à eux deux, et c'est possible qu'il n'ait aucune goutte de sang, et c'est possible que compte tenu du fait que les Israéliens étaient là, que ces tirs viennent de la position israélienne. Donc vous n'en trouverez aucun. C'est une donc question vous cherchez... à laquelle je réponds. Non, je vais venir. Donc je vous invite donc à trouver cet expert balistique que pour l'instant France 2 n'a jamais trouvé en 10 ans. Mais il y a quelque chose aussi d'assez phénoménal, c'est que donc dès qu'on parle des faits, on nous parle perspective historique, affaire achevée. Non, en plus de 10 ans, France 2, qui a été la chaîne qui a fait l'accusation initiale, les Israéliens ont tiré intentionnellement sur le père enfant. Moi, c'est pas du tout ce qu'ils ont. La phrase de Charles Anderlin, c'est Mohamed et son père sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Quand on est la cible de tir, c'est un tir intentionnel. Donc c'est l'accusation. Non, la cible de tir, c'est... Attendez, je vais finir. Donc c'est ce que nous dit France 2. En plus de 10 ans, France 2 n'a pas été en mesure d'apporter une seule preuve de leur accusation. En revanche, pour notre part, on a apporté plus de 50 preuves du bidonnage, et ce qui est très intéressant, c'est que donc maintenant, comme on ne peut pas réfuter les faits, comme on ne peut pas regarder les images en face, on parle de perspective historique, les pauvres juifs, etc. Non, monsieur, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas que les juifs qui sont là-dedans. Non, il y a beaucoup de gens en France et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont des vrais justes, vous savez, des descendants de justes, des justes des nations, des gens qui ont une perception et qui comprennent ces choses-là. Francis Ball n'est pas juif, Michel Bongrand n'est pas juif, François Léotard n'est pas juif, Yvan Rioufol n'est pas juif, Bertrand Pécry, directeur de l'Association mondiale des journaux, n'est pas juif. Tous ces gens-là ont vu que ces images étaient une mise en scène. Les juges de la cour d'appel n'étaient pas juifs non plus. Les juges du tribunal de Nanterre non plus. Non, l'expert balistique n'est pas juif non plus. Ce n'est pas une affaire juive. C'est une affaire de la démocratie française. Et je vais vous dire une chose, c'est une affaire qui révèle beaucoup de choses sur l'incapacité de la société française à admettre les mensonges et à les corriger. On est dans une société fermée où il y a une caste qui continue à protéger son petit précaré, mais le précaré est en train de tomber parce que la France peut continuer à mettre des petites murailles autour d'elle pour protéger son mensonge, mais de l'étranger, ça se sait. La télévision publique allemande, c'est pas une entreprise judéo-sioniste, non, la télévision publique allemande ARD, elle a fait un documentaire de 52 minutes qui démontre par A plus B que c'est une mise en scène. Ça a été diffusé en Suisse, ça a été diffusé en Allemagne, ça a été diffusé en Israël, et jamais France 2 n'a attaqué. Pourquoi? Parce que France 2 sait très bien qu'ils ont une affaire bidon, et j'ai rencontré des dirigeants de France Télévisions, des gens qui un jour ou l'autre sortiront du bois et diront oui, nous savons que c'est une pure et simple mise en scène. Simplement, on ne sait pas comment s'en sortir. Et ce que je trouve hallucinant, et avec du respect, vous savez, dans toutes ces affaires-là, il y a toujours des idiots utiles qui continuent à propager le message, alors qu'en fin de compte, les autres sont passés à autre chose. Vous savez, je suis sûr qu'une fois que le mur de Berlin est tombé, il y avait encore des gens qui continuent à défendre le paradis communiste. Et là, vous me faites un peu penser à cette histoire-là. Le mur est tombé, tout le monde a vu que c'était un bidonnage. À un moment donné, il va falloir retomber sur vos pieds, parce qu'autrement, il faudra justifier aux gens plus tard, oui, je me suis planté. Vous avez écrit un bouquin, peut-être que ça sera l'objet d'un deuxième livre pour vous reconnaître comment vous vous êtes trompé. Alors tout le monde l'a vu, sauf apparemment les autorités israéliennes. Et il y a un point, si vous permettez, il y a un point qui me paraît tout de même troublant, c'est que la principale partie lésée dans cette affaire, c'est quand même l'État d'Israël, puisque l'on s'en prend à son armée, à la légitimité de l'État, etc. Or, les seuls qui n'aient jamais cherché ni à mener une enquête, ni à intenter un procès, ni à exiger des documents, ni à aller devant les tribunaux contre France 2, c'est précisément l'État israélien. Alors là, je ne comprends pas, parce que si la manipulation est aussi avérée, si la tricherie est aussi évidente, pourquoi ceux qui ont le plus d'intérêt à prouver cette manipulation ne mènent aucune action en justice? Permettez-moi. Je vais répondre, vous posez une question. Je vais répondre. Alors, vous avez raison. Pendant très longtemps, est-ce que j'ai dit, les Israéliens se sont trompés sur cette affaire, n'ont pas pris conscience. Il se trouve que, dès septembre 2007, l'armée israélienne a demandé à France 2 de produire les images que France 2 a refusées. En 2010... Non, attendez, je vous interromps. Sur ce point précis, par exemple,
pouvez-vous me dire que officiellement l'armée israélienne avait engagé une procédure administrative précise pour demander la remise des images de France 2? Est-ce que c'est ça que vous dites? Alors, je dis clairement que l'armée israélienne a envoyé une lettre officielle avec, en tête de l'armée israélienne, demandant à France 2 la publication de la remise des images. De la même façon que... N'importe quoi. Alors, alors, ça c'est très important. Vous verrez cette lettre, puisque je pense que Enquête et Débat mettra le lien, et on verra cette lettre sur le site de Enquête et Débat. De la même façon qu'en octobre... Attends, non, je vais finir. Qu'en octobre dernier, l'armée israélienne, le bureau du Premier ministre israélien a émis des critiques extrêmement sévères sur ce documentaire, et qu'actuellement en Israël, il y a des enquêtes. Je suis même moi-même auditionné le 15 mars à la Knesset en Israël au sujet de cette affaire-là. Donc il y a des gens dans l'armée israélienne, au niveau du bureau du Premier ministre, au niveau des parlementaires qui s'intéressent de très près à l'affaire. Et là où vous avez raison, ils ont mis énormément de temps à se réveiller, et là-dessus c'est quelque chose de très grave. Mais maintenant, les choses sont en train d'évoluer très favorablement, et la vérité poindra. Et je vais vous dire une chose, c'est bien pour Israël, mais ce sera aussi très bien pour la France. Parce que ça montrera en France qu'une télévision publique, tout puissante soit-elle, ne peut pas continuer à mentir indéfiniment. Je serais curieux de voir ce fameux document qui montre que l'armée israélienne engage une procédure administrative et adressée à France 2 officiellement une demande, permettez, mais vous avez employé un mot enquête administrative. Je dis fait une demande officielle par courrier, ce n'est pas une... Ah oui, alors non, vous parlez d'une non, je n'ai jamais parlé de procédure administrative. On entendra sur la bande, je ne parle pas, je dis ils ont fait une demande officielle de document. D'accord, ok. Une demande officielle, c'est pas une procédure. Il y a une lettre envoyée par un militaire, non, pas par un militaire, par le demande s'il ne pourrait pas avoir des documents. Non, pas du tout. Mais c'est pas ça que je dis. Non, non, pas du tout. C'est moi qui ai parlé, si vous permettez. Ce que je dis, et je reviens sur mon argument, à ce jour, il n'y a aucune procédure judiciaire qui a été intentée par une autorité israélienne quelconque, fût-elle civile ou militaire, contre France 2, ou contre Charles Anderlin, ou contre son caméraman. Vous avez raison. Et je me dis simplement, c'est étonnant, parce que quand on vous entend, on a l'impression que tout est clair comme neige, et que tout est parfaitement transparent, qu'on peut comprendre, et malheureusement, ceux à qui cette transparence... Avez-vous déjà vu l'armée israélienne faire une procédure? Permettez que je termine. Malheureusement, ceux à qui cette affaire profite le plus ne semblent pas très convaincus par vos arguments. Avez-vous déjà vu l'armée israélienne faire une procédure? Ce que je suis en train de dire, ne semblent pas très convaincus par vos arguments, et c'est la raison pour laquelle ils n'engagent pas une procédure. Maintenant, avez-vous déjà vu l'armée israélienne Avez-vous déjà vu l'armée israélienne faire une procédure? Avez-vous déjà vu l'armée israélienne lancer une procédure? Je vous pose la question. C'est-à-dire une procédure. Vous me dites l'armée israélienne n'a pas lancé de procédure sur cette affaire-là. Je vous pose la question. Avez-vous déjà vu l'armée israélienne lancer une procédure? C'est tout. Ah non, moi je n'ai jamais assisté à une procédure formelle. Il n'y a pas eu de procédure formelle. Non, mais dans cette affaire ou dans une autre, il n'y en a pas eu. Parce que l'armée israélienne ne procède pas de cette façon-là. L'armée israélienne conteste quelquefois et là-dessus a fait des documents qui contestent fortement les images, mais pour l'instant il n'y a pas de procédure. Ah oui, effectivement. Non, c'est vous qui parliez. Bon. Maintenant, c'est moi. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un énorme paradoxe entre l'apparence preuve que vous apportez sur le plateau et puis la réalité. Et puis, deuxièmement, il y a quand même une question fondamentale que vous avez toujours éludée depuis le départ, qui est la raison d'être de cette mise en scène. Et c'est là que, à mon avis, se situe la plus grosse escroquerie, c'est que vous montez en épingle des faits que vous interprétez, bon, les auditeurs ont vu de quelle manière, ils ne jugeront par eux-mêmes, mais vous n'expliquez pas l'intérêt qu'il y a pour des Palestiniens à mobiliser des centaines de personnes, car on voit des centaines de personnes sur ces images, pour faire une mise en scène qui montre quelque chose qui, en fait, est tout simplement la réalité partout dans les territoires occupés ce jour-là. Vous posez une question, mais il faudrait répondre aux questions. Donc, je reformule ma question. Quel est l'intérêt en termes de propagande, puisqu'il s'agit de propagande, de faire une mise en scène qui reproduit, et de surcroît qui reproduit mal, puisque vous montrez toutes les incohérences des images, quelque chose qu'on peut voir partout au même moment. Alors, je ne comprends pas. Donc c'est vous qui reconnaissez l'incohérence des images et l'absence des gouttes de sang? Non, je ne suis pas du tout. Mais moi je vais vous dire une chose. Ces images-là, pourquoi l'autorité palestinienne a décidé de lancer une intifada à cette période-là, a décidé de lancer quelque chose d'extrêmement violent, et ces images embrassent le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré toutes les preuves qu'on a apportées, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas simplement l'intérêt de l'autorité palestinienne, mais c'est aussi de tous leurs relais en Europe, de tous les relais extrémistes en Europe qui cherchent à embraser le Moyen-Orient, parce que je ne sais pas quel est leur intérêt ou quelle est leur arrière-pensée. Est-ce l'antisémitisme, est-ce l'anti-israélisme, ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais moi ce que je constate, c'est que ces images qui étaient destinées à la base à délégitimer Israël, à décrédibiliser Israël, à délégitimer tout le monde occidental, puisque Ben Laden les a utilisés dans les images précédentes, dans ses clips de recrutement précédents le 11 septembre. Et je considère que quand on voit
l'impact de ces images, même si elle a été extrêmement médiocre, c'est hallucinant de voir qu'on veut nous faire croire qu'il y a 15 balles et pas une goutte de sang. Et encore une fois, j'insiste, et je le dis à tous les téléspectateurs de cette émission, je vous suggère de trouver un seul expert balistique au monde qui vous dira qu'avec 15 balles d'armes de guerre, on n'a pas une goutte de sang. C'est le point de départ. Comment, avec 15 balles, on n'a pas une goutte de sang? Comment, avec 45 minutes de tir, on n'a que 8 impacts de balles sur le mur? Si vous permettez, vous disiez des choses intéressantes, j'aimerais bien que vous reveniez au sujet. Moi, je voudrais comprendre qui a été l'origine de ce que vous appelez être une manipulation et quel en était le but. D'après ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de complot qui a été mené Absolument pour déstabiliser Alors absolument le Proche-Orient. Alors il n'y a absolument pas de complot. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Pallywood, Palestinian Hollywood, c'est tous les jours, et je proposerai aussi à Enquête et Débat de mettre quelques liens vers certaines de ces vidéos pour que les gens puissent voir un petit peu comment tous ces caméramans, notamment le caméraman de France 2, tournent de fausses scènes de guerre, parce que c'est l'industrie du mensonge, puisque ce sont des caméramans très souvent locaux qui font les reportages et qui nous sont envoyés, et donc il y a une scène qui a été plus forte que les autres et qui a percé, c'est celle du petit Mohamed Al-Doura. Mais regardez bien, on a bien vu comment France 2 s'est encore fait prendre la main dans le sac quand vous avez parlé justement de plomb durci avec du bidonnage. On a pu voir comment on a vu soi-disant l'homme qui était mort, qui est tombé de la civière lors d'opération à Jenin, le mort qui tombe de la civière et qui se relève et qui remonte sur sa civière. Donc on a pu voir tous ces bidonnages réguliers effectués par les caméramans liés à l'autorité palestinienne. Donc oui, ce sont des images, on nous dit que c'est l'arme du faible. Certains considèrent que c'est normal, oui c'est peut-être l'arme du faible, mais en tout cas c'est utilisé et c'est exploité par les médias occidentaux de façon totalement non discriminée. Ils ne regardent même pas, ils ne cherchent même pas à avoir un regard critique, et je crois que c'est ça le plus grave. Il faut regarder de façon critique les images qui nous sont envoyées, d'où qu'elles viennent. Alors, Monsieur Deguy, vous avez 3 minutes de retard, donc allez-y. Oui, ça ne m'étonne pas parce que Philippe Carsanti a un débit qui est quand même très rapide. Si j'avais arrêté. Essayez de ne pas couper Deguy. Philippe Carsanti, comme ça vous serez... je disais donc, a un débit très rapide. Il a énormément de mal à ne pas interrompre son interlocuteur et donc c'est difficile à la fois de garder un raisonnement construit et en même temps d'exposer des arguments. Je voudrais dire deux choses. La première, vous faisiez allusion au fait que des Palestiniens puissent exagérer une situation. Oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, moi-même, j'étais journaliste, je suis allé souvent dans les territoires occupés. Effectivement, nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, chacun des protagonistes essaie de tirer l'avantage à lui, et donc exagère. Bien sûr qu'il y a parfois des comportements qui sont survendus à des fins médiatiques. Je dirais, les journalistes n'ont pas à entrer dans ce jeu. Ils essaient de tirer au clair les affaires qui ne le sont pas, mais après tout, c'est le rôle de toute armée de faire sa propagande et de se défendre. Je ne défends pas les Palestiniens spécialement, mais je pense qu'il est logique que dans un conflit, l'armée israélienne comme les Palestiniens tentent de tirer la couverture de leur côté. En revanche, vous avez tenu des propos qui sont quand même très désagréable pour les journalistes palestiniens. Vous suggérez qu'en réalité, parce que palestiniens, ce ne sont pas de bons journalistes. J'ai une opinion tout à fait différente. Je pense qu'au contraire, dans les territoires occupés, notamment à Gaza, il y a des journalistes palestiniens qui sont extraordinaires, extrêmement courageux, totalement intègres, qui font des reportages de très bonne qualité sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui sont parfaitement objectifs, qui ont le courage de mettre en cause les mouvements extrémistes dans la bande de Gaza, tout comme les exactions des militaires israéliens. Et je dirais que je pense personnellement, et je crois que vous êtes dans le même cas, nous n'avons probablement pas un dixième de leur courage. D'accord, alors je voudrais juste... je suis obligé d'interrompre la... Non, je suis obligé, parce que là, si vous permettez, voilà, je voudrais juste montrer, et vous le montrer en ligne, la déclaration de Talal Abou-Rahma, le caméraman de France 2, 6 mois après les faits, dans un journal marocain qui s'appelle Le Matin du Sahara et du Maghreb, qui est allé exprimer sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté à la cause palestinienne. Et dans cet article que vous pourrez mettre en ligne, il nous dit: Talal Abou-Rahma, qui a fait des études en management, a choisi le journalisme comme moyen de défense de la cause palestinienne. Donc voilà, si quand je vous dis qu'on ne parle pas de journalistes qui travaillent avec une éthique professionnelle, oui, non, nous parlons de journalistes qui ont des causes à défendre. C'est tout. Tout d'abord, qu'un journaliste écrive un article sur ce caméraman et porte ce jugement, ça le regarde. Ça non, c'est lui qui vient le déclarer. C'est lui qui l'a déclaré. Ça, c'est ce que vous voyez dans le journal. Je ne sais pas si c'est ce que... Mais non, écoutez... A choisi le journaliste, c'est ce qu'il me dit. J'aimerais pouvoir exprimer ma pensée. Vous citez un article de journal dans lequel on peut lire ce qu'a écrit le journaliste. C'est pas forcément ce qu'a déclaré le caméraman. Ça, fallait apporter un démenti. Premièrement. Deuxièmement, qu'un journaliste palestinien qui est un journaliste intègre, par ailleurs, soit palestinien et défendre la cause de son peuple et de son pays, quoi de plus normal? Non, il a choisi le journalisme pour défendre la cause palestinienne, c'est écrit. Mais oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il suffit, si vous permettez, il suffit de relater les faits au quotidien
pour se rendre compte que les conditions de vie dans lesquelles sont plongés les Palestiniens sont indécentes. Donc, simplement rendre compte des faits, je ne parle pas de falsifier les faits, je ne parle pas d'exagérer les faits, simplement rendre compte des faits, en soi, c'est défendre la cause des Palestiniens, c'est-à-dire c'est faire connaître la situation dans laquelle les faits. les Palestiniens... Voilà de quoi on écoutez, parle. Mais c'est hallucinant. Vous cherchez tout le temps à sortir. Prendre un peu de hauteur par rapport au sujet dont vous voulez débattre. Le sujet est là. Mais le sujet, le contexte, oui, le machin, la contexte c'est situation. important, mais oui, cette affaire ne survient pas à n'importe quel moment. Elle ne survient pas dans n'importe quel moment. Tant que vous n'aurez pas fait 15 balles et une goutte de sang et trouvé un seul expert balistique, vous serez en mal d'avancer. Vous êtes pour l'instant dans une situation grotesque où vous avez, et c'est incroyable, vous ne voulez pas reconnaître l'erreur originelle que vous avez faite, comme Charles Anderlin ne l'a pas faite, et il entraîne tous ses amis derrière. D'ailleurs, vous êtes un des rares, puisque je pense que Jean Robin a essayé plusieurs fois de trouver des gens à nous dire non, c'est gentil, moi cette affaire-là, ok, on a fait une connerie au départ, on a signé la pétition, maintenant on ne veut plus être dedans. Plus personne n'est venu. Pourquoi? Et vous venez, alors j'ai énormément de respect, et incroyable. Et quand Jean Robin m'a dit oui, il y a Hervé Deguin qui vient de battre, je me dis c'est chapeau parce que lui au moins il se défroque pas, il a le courage, il va au bout de son truc. Mais c'est incroyable, à un moment il faut regarder les images. Mais je vais vous dire, si vous me permettez, je vais vous dire pourquoi je l'ai fait et je crois pourquoi les gens ne veulent plus intervenir dans ce débat, ils ne veulent pas débattre avec vous. Parce qu'en fait c'est un débat qui n'est pas intéressant. Parce que c'est pas le sujet. Ah mais si, c'est ça le sujet. Non, on était invité aujourd'hui pour parler des images. Est-ce que ces images sont vraies ou fausses? Vous voulez parler du contexte. Moi, je vous pose ces reportages. Alors, et vous me parlez de 800, de tout ce que vous voulez, des conditions. Moi, je vous dis, les images sur lesquelles vous basez sont fausses. Le reportage sur lequel vous basez sont faux. Donc, intéressez-vous peut-être un petit peu en détail à cette image et peut-être que vous réviserez votre jugement. Et vous parlez de complot. Non, il n'y a pas de complot. Il y a une, vous savez, tous ces journalistes... Un sujet à la fois. Je voudrais revenir là-dessus. Je vois aussi que plus personne ne veut débattre avec vous parce que c'est très difficile de débattre avec vous. Parce que vous ne voulez pas prendre un peu de hauteur. Mais il n'y a pas de hauteur à prendre. Si vous permettez, je termine ce que je suis en train de dire. Mais parce que vous ne voulez pas prendre de hauteur par rapport au sujet. Vous ne voulez pas entrer dans une analyse du sujet, dans une analyse de l'environnement. Vous voulez simplement qu'on reste collé le nez au parpaing, mais le nez au parpaing, on ne voit rien. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'expertise, si vous permettez, pour ce qui concerne l'expertise, il n'y aura jamais de progrès sur ce sujet. Pour une raison très simple, c'est que si l'on voulait connaître la réalité précise, il aurait fallu garder les lieux en l'état. Il aurait fallu pouvoir procéder aux autopsies, il aurait fallu pouvoir examiner les armes. Mais on a une autopsie du père, on a une autopsie de l'enfant. Si vous permettez. Le père a toujours refusé de se faire expertiser. Si vous permettez, j'ai la parole et je voudrais terminer. Dès lors que ce travail, qui est un travail d'enquête judiciaire, qui aurait pu être mené par l'autorité militaire israélienne à l'époque et qui n'a pas été menée, car la seule enquête qui a été menée, vous le savez très bien comme moi, c'est l'enquête de Naoum Sharaf, qui est quelque chose de totalement rocambolesque et invraisemblable. Mais qu'est-ce que vous avez comme compétence de plus que lui pour la juger rocambolesque? Il est ingénieur, il a fait des études un petit peu plus scientifiques que les vôtres. Moi, ce que je vous dis... Attendez, si vous voulez bien, on fait un dialogue, donc on aborde un point, on essaie de le traiter. Son enquête est rocambolesque, je n'ai pas la prétention de mener une enquête, je ne suis pas expert. En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est certain... Qu'est-ce qui vous permet... Écoutez, je vais vous répondre, qu'est-ce qui me permet de la critiquer? J'étais chez Naoum Sharaf, je lui demande de m'expliquer son enquête. Il me montre son film, il me dit qu'il a fait une reconstitution historique en me faisant croire que c'était un mandat de l'armée alors que c'était son initiative personnelle autorisée par l'armée, ce qui n'est pas du tout pareil. Il me montre des photos en me disant, tenez, vous voyez bien, derrière ce baril, la personne qui est cachée, on ne peut pas la voir. Je lui dis, bah si, on la voit très bien, elle dépasse. Elle dit, ah oui, mais pour la reconstitution, j'ai demandé à mon frère d'aller et comme mon frère est un peu gros, on le voit dépasser. J'appelle pas ça une analyse très rigoureuse. Et toute l'enquête est du même tonneau. Donc ce que je veux dire, c'est que... C'est les 15 balles et pas une goutte de sang, c'est tout. On l'a compris. Ce que je veux dire depuis le départ... Mais trouvez un expert pour ça. Philippe, vous êtes intelligent, vous êtes capable de comprendre. Ce que je dis, à partir du moment où le site a été détruit, non, c'est où les preuves matérielles alors j'ai une preuve matérielle, j'ai une preuve matérielle à vous proposer. J'ai une preuve matérielle. Le père Jamal Al-Doura vient de faire... À partir du moment où le site a été détruit, à partir du moment où les preuves n'existent plus, toutes les spéculations sont possibles et elles dureront éternellement. C'est pour ça qu'à mon avis, ce n'est pas ça qui est intéressant dans le sujet. C'est pas ça qui est intéressant dans le sujet. Hervé Deguin a un peu d'avance. Alors j'aimerais... Finissez votre propos. Après, Philippe Kersanti pourra parler 2-3 minutes. Je trouve que ça, c'est pas intéressant parce qu'on ne peut pas progresser dans la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de situer cet événement dans un contexte et de se poser la question, est-ce que l'événement est vraisemblable par rapport au contexte? On peut toujours trouver des contradictions. Vous avez parlé par exemple des heures. On dit oui, mais on dit que c'est le matin, l'autre que c'est l'après-midi, etc. Bon, c'est sûr que c'est difficile. On peut se tromper. Le journaliste a pris les images. À 10h du matin et 15h. Oui, mais Philippe, vous êtes-vous déjà trouvé dans une scène de guerre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais alors, la panique, la peur, la tension, bien sûr, après une journée de stress. Mais tout le monde ne se trompe pas. Je vous explique qu'après une journée de stress... Puisque j'ai du retard, je vais en parler. Alors, d'abord, on a 10h, 15h. Ensuite, on a
on n'a pas de sang. Mais il y a quelque chose de très intéressant. On nous dit qu'il n'y a plus un seul élément. Mais Jamal al-Doura, le père de Mohamed al-Doura, il est vivant, il a le droit de sortir, de Gaza puisqu'il est sorti, il est allé faire des conférences dans le monde entier, et même le ministère des Affaires étrangères israélien a donné son autorisation pour qu'il sorte. Puisqu'il vient d'intenter un procès contre Clément Verenal, auquel vous avez témoigné, il aurait très bien pu venir dire, nous on lui a proposé, venez faire expertiser vos cicatrices. Il a des cicatrices qui correspondent à des cicatrices de couteau et de scalpel et de coups de hache, et absolument pas à des cicatrices de balles. Ça a été démontré encore lors du dernier procès, dont le jugement sera rendu le 29 mars, et donc on a pu voir que c'était encore une affaire totalement grotesque et rocambolesque montée par la partie adverse. Donc on a des témoignages grotesques, donc les avions, les hélicoptères qui tirent dans tous les sens. On a 15 balles, encore une fois, et pas une goutte de sang. On a un enfant qui tire un petit chiffon rouge de sa poche pour nous faire croire qu'il a du sang, et on a un enfant, soi-disant mort, qui lève le coude et qui tourne la tête en direction du caméraman. Si on rajoute là-dessus les 45 minutes de tir sans discontinuer sur le père et l'enfant, et pas plus que 8 balles d'impact de balle, l'expertise balistique, moi je demande simplement aux gens qui soutiennent France 2, trouvez-moi un expert balistique. Trouvez-moi un expert médico-légal qui accepte de mettre sa réputation et de dire « Oui, je confirme que ces faits se sont avérés comme ça ». Or, on a, dans notre camp, on a la possibilité de faire venir le père tout simplement, de le faire expertiser. C'est très simple et le débat sera clos. En attendant, on a toujours ce genre de photos absurdes et grotesques. Mais écoutez, moi j'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que le père n'ait pas été blessé. J'aimerais que l'enfant n'ait pas été tué. Tout comme j'aimerais que toutes les violences qui se sont produites dans le contexte ne soient pas vraies. Malheureusement, je n'en suis pas convaincu. Et je dis ça, croyez-moi, Israël est un pays que j'aime beaucoup, j'en parle la langue, j'y ai habité, je le connais bien. Je ne voyais pas en moi un militant pro-palestinien quelconque. Simplement, en tant que journaliste, j'aime bien la vérité des faits. Et en tant que militant des droits de l'homme, je pense que tous les hommes ont les mêmes droits et qu'on n'a pas le droit de nier les droits des uns et des autres. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment difficile de progresser dans l'analyse du sujet avec vous, parce que je crois que vous êtes animé par une foi, une véritable foi dans la vérité que vous défendez depuis de nombreuses années, et cette foi vous aveugle. Alors bien sûr, vous brandissez sans cesse les mêmes documents, et je ne sais pas si vous les voyez encore, ces documents, parce que vous les brandissez un peu comme des icônes, et non plus comme des documents susceptibles de critique. Et en revanche, il y a un point sur lequel je vous rejoins, le seul point peut-être, c'est l'importance de la recherche, l'importance de l'investigation, l'importance de l'indépendance. Et moi, je suis ravi qu'il y ait des gens comme vous qui mènent des contre-enquêtes, qui essaient de challenger ce qui est écrit dans les médias, parce que c'est vrai, parfois les médias se trompent. Vous savez, je vais prendre juste un exemple, je vais revenir sur le Rwanda, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Paul Kagame est présenté comme un héros. Désolé, ce n'est pas le sujet. Ne parlez pas de Paul Kagame, non. Mais si, bien sûr. Non. Paul Kagame, qui est l'un des plus grands criminels, chef d'État criminel en poste actuellement en Afrique, est présenté ici ou là comme un héros. Il est reçu comme un homme tout à fait fréquentable, alors que c'est un criminel, tout le monde le sait. Je ne dis pas que le régime d'avant valait mieux, mais j'ai dit qu'en tout cas le régime actuel est un régime criminel. Ce que je veux dire par là, mais si, c'est le sujet. Il y a un consensus dans la presse française pour soutenir ce régime, pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec le Rwanda. Je le trouve lamentable. Et heureusement, il y a des gens qui, indépendamment, mènent des enquêtes pour essayer de faire sortir la vérité. Donc je vous rejoins sur ce point. C'est important parfois de s'inscrire en faux des médias et d'essayer de démontrer que ce que l'on prend pour une vérité acquise n'est pas établi. Mais de là à falsifier les faits, je crois qu'il y a une marge et je regrette que vous la franchissiez aussi facilement. Alors, ce sera votre conclusion. Donc Philippe Pierre-Senti, il vous reste 3 minutes pour conclure. Alors, très clairement, je crois que vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez parlé de la foi et des faits. Oui, en effet. Nous, on a des faits. On a 15 balles et pas une goutte de sang, on a tout un tas d'images qui prouvent que le reportage est une totale mise en scène. On a plus de 50 preuves de la mise en scène, alors que France 2 n'a jamais apporté une preuve. Et de l'autre côté, on a la foi. Oui, on a la foi. On soutient Charles Anderlin. C'est d'ailleurs la pétition du Nouvel Obs qui était hallucinante, qui a été signée par tant de journalistes. On soutient Charles Anderlin parce que c'est un grand journaliste. Des arguments de personnes, des attaques ad hominem me concernant, mais jamais de faits. La Cour d'appel de Paris m'autorise à dire et autorise tout le monde à dire que ce reportage est une pure et simple mise en scène, une mascarade, une manipulation médiatique. Tout ça, c'est factuel. Et je vous invite vraiment à lire cet arrêt de la Cour d'appel qui est passionnant. Je suis très heureux qu'on ait pu avoir ce débat contradictoire parce que France 2 n'a jamais accepté de débat contradictoire. Et je vous invite encore une fois à pouvoir faire ce débat avec les images derrière nous sur lesquelles on pourrait parler avec du public et on pourrait véritablement débattre et expliquer et faire venir chacun nos experts, moi balistique et médico-légaux et biométriques, et vous les experts que vous voudrez.
Les attaques personnelles sur lesquelles j'ai subies dans cette affaire-là, et je vous remercie d'avoir évité sur ce terrain-là, ont toujours été très claires. Des attaques ad hominem avec derrière, on faisait monter l'icône Charles Anderlin comme un grand journaliste absolument intouchable. Et je vous ai entendu dire aussi qu'il arrivait aussi à Charles Anderlin de faire des erreurs. Ce qui est très important, je crois que ce débat n'est pas une affaire israélienne, c'est une affaire franco-française. Même si en Israël il s'y intéresse beaucoup, c'est une affaire franco-française qui nous dit que c'est ce qui se passe dans la démocratie française. On a encore des éléments de preuve, on a ces documents et on a des experts qui peuvent se pencher dessus. On a le père qu'on peut encore analyser, on peut encore analyser l'état de ses blessures, voir si elles correspondent à des blessures par balle ou des blessures par arme tranchante. Ce que je constate, c'est que, alors que ce serait une fabuleuse gifle à tous ceux qui contestent ces blessures, de venir montrer, regardez, les experts indépendants, voilà ce qu'ils disent. De la même façon que France 2 a refusé de montrer les rushs pendant 7 ans et n'en a encore montré que 18 sur 27, on attend toujours les 9 minutes de rush que France 2 a cachées. Et que France 2 ne nous dise pas, on en a toujours eu 18 minutes, puisque France 2 a dit, Charles Anderlin a écrit dans son livre qu'il avait fait envoyer la cassette pour expertise. Donc la cassette pour expertise prouve qu'il avait bien 27 minutes. Donc c'est une affaire importante pour la démocratie française. On a besoin d'avoir la vérité sur cette affaire pour savoir si une chaîne d'État peut continuer à mentir sur un sujet aussi important, sur une image qui a embrasé le monde dans tous les sens. Et je serais ravi que cette commission d'enquête qui a été demandée par le président du CRIF puisse un jour avoir lieu. Messieurs, merci. 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 Merci.